Bonjour, je suis Marianne Brière, l'agroforestière, et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde! Bon, j'espère que vos semis avancent toujours bien. Moi, la pluie est venue me ralentir un peu, mais étant donné que je suis en semi-direct, il faut que je sois un peu plus patient. Hey, en passant, pour ceux et celles que ça intéresse, téléchargez sur vos téléphones l'application GrainWiz. Une fois dessus, en haut à gauche, il y a 3 petites lignes horizontales. Vous pesez dessus, vous allez sur Mon compte. À partir de là, vous allez rentrer vos infos. Puis vous allez pouvoir participer au bilan hebdomadaire de l'avancement des cultures de maïs et de soya au Québec. Fait que plus il y a de monde qui participe, plus il y a de données, puis plus c'est précis sur l'état des cultures au Québec. Puis c'est gratuit. Et aujourd'hui, je reçois une personne, je devrais dire même une jeune demoiselle, la première à participer dans mon podcast en plus. Elle m'a contacté via courriel à podcastagricole au pluriel à commercial@gmail.com. Elle m'a dit ce qu'elle faisait, puis je me suis dit, wow, faut que je l'aille absolument dans mon podcast. Marianne Brière, l'agroforestière. Bonjour! Salut Christian, ça va? Ben oui, ça va bien. Et toi? En pleine forme. Écoute, tu vas nous parler un peu de toi. Tu vas nous dire ton cheminement, un peu ton CV. C'est sûr que ton CV sera pas bien long parce que t'es pas tellement vieille, là. Je suis pas tellement vieille, mais je te dirais que j'ai quand même un parcours intéressant là, au niveau scolaire puis de l'expérience sur le terrain aussi. Moi, j'ai complété un DEC en sciences nature au cégep de Victoriaville. Puis après ça, je me suis dirigée en biologie à l'Université de Montréal un peu naïvement. J'avais pas regardé vraiment le cursus scolaire. Puis finalement, la ville de Montréal et le programme, c'était pas ça qui me passionnait. Puis moi, je suis une fille de la campagne, fait qu'on on peut pas sortir. On peut sortir la fille de la campagne, mais pas la campagne de la fille. Puis, L'asphalte et le béton est venu à bout de toi. Ouais, en plein ça. Donc, je me suis redirigée vers une technique en santé animale au cégep de Saint-Hyacinthe. Puis c'est là, en fait, je suis allée au cégep de Saint-Hyacinthe parce qu'il y avait un volet plus important au niveau des animaux de la ferme. Puis c'est là je suis tombée les 2 pieds dans le monde agricole. J'ai fait des stages dans le milieu porcin. Donc, j'ai acquis de l'expérience là-dedans. J'ai vraiment adoré l'expérience. Puis, entre-temps, mon père a acquis des terres forestières. Puis, on s'est dit, faut faire quelque chose avec ces terres-là parce que c'est taxes, puis on les paye, puis il faut trouver un moyen que ça rapporte. Puis, souvent, des terres, c'est des terres, c'est pas des parce qu'on peut semer du maïs ou c'est pas non plus des prairies. Fait qu'il fallait être imaginatif pour faire un projet. Puis, pour réussir tout ça, il faut des outils, il faut des connaissances, puisque l'agriculture, tu le sais comme moi, ça se fait pas en criant lapin. Non. Fait que je me suis dirigée vers le baccalauréat en agronomie à l'Université Laval, là, que je suis en train de terminer. Là, il me reste à peine quelques crédits là, à faire l'année prochaine. Fait que tu fais tout ça à distance, j'imagine, à cause de la pandémie. Ouais, en plein ça, on est à l'école du sous-sol. L'école du sous-sol, c'est bon. Puis c'est ton cours en agronomie, est-ce qu'il y a une spécialité en particulier? Parce que j'ai pas suivi, j'ai pas été à l'université, là. Je sais qu'il y a des agroéconomistes, il y en a qui vont plus en sol ou en animal ou... Oui, en plein ça. Moi, je me spécialise en production animale. C'est comme ça faisait une belle suite logique avec ma technique en santé animale parce qu'il me créditait en fait une année complète là, de cours. Fait que c'était quand même intéressant comme passage du cégep à l'université. Là. OK. J'ai continué en production animale. Mais dans mon projet qu'on va parler, j'ai vraiment une production mixte. C'est animal et végétal.
OK. Puis, bon, dans ton courriel, tu m'avais dit que tu faisais du miel forestier. Oui. Mais c'est quoi ça? Ben, du miel forestier, c'est du miel. La particularité, c'est que moi, mes abeilles sont placées carrément au milieu de ma forêt. OK. Je les ai placées au milieu parce que j'ai une érablière de 2000 en taille. On les a placées là. Vraiment instinctivement, parce que quand j'ai commencé, j'avais pas de formation encore en apiculture. Puis, bon, là, c'était nouveau pour toi en plus, là. Exploitation. Oui, c'était nouveau. Je voulais l'essayer. J'ai acheté 2 ruches pour voir, si ça marchait en forêt, 2, si j'allais aimer ça. Aussi, si j'étais allergique, parce que je n'avais jamais vraiment été en contact avec des abeilles. C'est quand même un enjeu important à savoir, qu'on n'apprend pas toujours de manière agréable. Fait que je voulais vraiment l'essayer avant vraiment de me lancer à 100%. Puis finalement, par manque d'expérience, j'ai perdu une ruche. Mais l'autre a bien survécu, tout ça. Puis finalement, pour faire un mauvais jeu de mots, j'ai vraiment eu la piqûre de ces insectes-là. Je n'étais pas une fille à bébites ou une fille à insectes. Puis pour vrai, les abeilles, c'est tout un monde. C'est la hiérarchie, de la manière que ça fonctionne. Les abeilles, c'est super intéressant. Donc, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Puis, en fait, la forêt, ce qui est intéressant, c'est que c'est le milieu original, si on veut, des abeilles. Oui, OK. Nous, maintenant, en 2021, on les emmène dans des plantations de bleuets, canneberges, pommes, etc. Mais les abeilles, c'est vraiment originaire de la forêt. Puis, au début, leur ruche, c'était des troncs d'arbres et tout ça. Donc, on a fait évoluer la production pour pouvoir avoir accès facilement au miel. Puis, dans des troncs d'arbres, c'était pas possible. Fait que tout ça pour dire que le miel forestier a un goût différent, il y a une texture différente, tout simplement parce que les abeilles butinent des fleurs totalement différentes du classique, si on veut, du classique bleuet, trèfle, tout ça. Moi, ils butinent un peu de trèfle blanc. Ils se sont trouvés un petit peu de sarrasin l'année dernière. Sinon, ça butine beaucoup des ronces, genre des framboisiers sauvages, des fleurs de la famille des brassicacées. Donc, on a vraiment tout un éventail de plantes. Puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est Anicet Desrochers de Miel d'Anicet qui a dit ça dans une entrevue. Le pollen d'érable, c'est le pollen du monde floral, si on veut, le plus protéiné au monde. OK, ah oui? Moi, sans le savoir, j'ai placé mes ruches là. Puis, on s'est rendu compte, c'est ça, c'est l'équivalent de starter au printemps des abeilles sur des stéroïdes, mais des bons stéroïdes. Parce que j'ai un voisin de terre que lui, moi je cultive, puis lui c'est en bois chez eux, puis il y a des ruches. Puis il m'avait déjà dit ça que le printemps, là, parce que nous autres, c'est principalement de l'érable rouge qu'on a. Parce qu'on est vraiment sur une planche. Puis un érable rouge, ça fleurit. Il dit que quand les abeilles y vont, là, puis qu'ils reviennent, ils sont chargés bien dur de pollen. Oui, non, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est ça qui est intéressant en forêt, c'est qu'il y a les arbres. Souvent, on les oublie parce que les feuilles, les fleurs d'arbres, c'est très en hauteur. Oui. Puis souvent, on a l'impression que les abeilles, ça fait juste butiner un petit peu sur le sol, mais quand on les voit partir de leur ruche, là, ça monte à quelques mètres dans les airs. C'est vraiment impressionnant pour ils vendent pas mal en haut, puis c'est des petites bébites, on s'entend. Puis c'est ça, ils butinent vraiment les fleurs d'érable, les saules, le tilleul, ça aime vraiment beaucoup de fleurs d'arbres, justement. Donc, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup là, en apiculture. Souvent, on a l'impression que c'est juste des bleuets. Moi, je me suis fait souvent dire t'as des ruches en forêt, mais il n'y a rien à manger en forêt. Non, au contraire. Il y a encore plus de choses que la normale. Là. Puis pas loin de ta terre à bois, est-ce que tu as des champs abandonnés ou est-ce que tu as du trèfle ou quoi que ce soit? Ou c'est surtout de la forêt, c'est à peu près... moi, je regarde beaucoup à 3 km de rayon parce que c'est à peu près la distance parcourue par les abeilles de manière normale. Sauf que je me suis rendu compte que mes abeilles, probablement qu'ils ne se rendent pas aussi loin parce qu'ils ont de la nourriture carrément en sortant de la ruche. Mais il y a des terres en friche et tout ça. Puis, il y en a une particulièrement, c'est une terre que je regarde pour acquérir. Donc, je vais avoir le contrôle de ce qu'il y a dessus, là, si le projet aboutit. Mais pour l'instant, ça s'en va dans la bonne direction. Puis, je vais utiliser cette partie-là, en fait, pour laisser un peu de... C'est une partie escarpée, laisser un peu la luzerne monter en fleurs parce que, justement, au Québec, pour avoir du bon foin, on fauche avant la floraison pour la luzerne. La luzerne, c'est une des fleurs les plus mellifères. Donc, c'est des fleurs au niveau des prairies.
Mais les abeilles ont vraiment rarement accès à ces fleurs-là. Ben, justement, on fauche avant là, pour avoir un foin de qualité pour les animaux. Ben oui, c'est un peu ça le problème présentement, c'est que comme les abeilles manquent de fleurs, tu sais, souvent les champs de foin, ça venait en fleurs, mais là, on n'en voit plus de ça. C'est rare, tu vas voir de la luzerne en fleurs à cette heure. Oui, c'est vraiment rare. Puis, justement, chercher du miel de luzerne sur les tablettes, là, si vous en trouvez, achetez-vous un billet de loterie, là, parce que c'est vraiment très rare au Québec. Puis, c'est un des enjeux, justement, avec l'établissement des grandes cultures puis tout ça, c'est qu'on crée des déserts alimentaires pour les abeilles, malgré nous, souvent. On s'en rend pas nécessairement compte. Puis, ça nuit pas non plus nécessairement juste aux abeilles, ça nuit aux pollinisateurs sauvages. Fait qu'on faut essayer de garder des bandes riveraines avec des fleurs, laisser pousser les pissenlits, même si ça dure juste 3 semaines des pissenlits, mais je sais pas que c'est moins cute qu'un gazon vert, là, mais ils sont vraiment essentiels au printemps surtout, là, ces petites fleurs. On néglige l'importance du pissenlit, c'est sûr. Ouais, puis surtout, c'est ça. Je comprends les gens de vouloir les éliminer, parce que bon, ça rend le gazon moins uniforme, si on veut, mais en même temps, c'est ça dure juste 3 semaines, fait que le temps que le pissenlit est là, donc on se donne tout ce mal-là, en fait, pour éliminer une fleur qui va disparaître d'elle-même au bout de 3 semaines. Je trouve ça un peu paradoxal, puis surtout le fait que, bon, tu le sais, comme moi, les pesticides de ce temps-ci, c'est toujours un enjeu chaud en agriculture. Puis on oublie souvent que les gens qui arrosent leur pissenlit, c'est exactement le même principe. Puis souvent, les agriculteurs se font taper dessus parce qu'ils utilisent des pesticides, mais les gens à la maison en utilisent aussi, mais n'ont pas nécessairement la conscience de. Ah ben ils veulent éliminer les pesticides qu'eux autres n'utilisent pas. Oui, c'est ça, exactement. Donc, puis c'est ça, c'est pas. Il y a moyen de les utiliser de manière raisonnable, puis malheureusement, en tout cas, selon mon opinion, on n'a pas le choix de s'en passer pour notre sécurité alimentaire, malheureusement. Là. Faut bien balancer le tout. Non, ben au moins, j'ai parlé avec quelqu'un du MAPAC la semaine passée, puis ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de demandes cette année pour établir des bandes riveraines. Fait que déjà ça, c'est là, vraiment une excellente nouvelle. Oui. Parce que moi, j'en ai des bandes riveraines. La première année que je l'ai faite, on avait semé un mélange, comment ils appelaient ça? Un mélange indigène qui coûtait assez cher. C'était à 272$ du kilo. Puis, ça n'a pas levé. Ouais. OK. Fait que là, depuis ce temps-là, ce que je fais entre le pays de plastique et la décharge, je vois qu'un mélange bien standard avec 2 trèfles puis un mille. Merci, bonsoir. Fait que le trèfle, je le laisse pousser en fleurs. Fait que ça fait au moins. Oui, c'est ça. Parce que ce qui est plate, c'est que le pollen de maïs, je pense que les abeilles s'en servent pas trop. Puis dans notre cas. Non, ils s'en servent pas tellement. Puis ici, il fait trop chaud aussi pour avoir des champs de canola. Un champ de canola, il y a de la fleur là-dedans. Fait qu'au lac Saint-Jean, c'est correct, ils peuvent en avoir à l'Abitibi, mais ici, on n'a pas, il fait trop chaud. Fait qu'on est un peu pris là, avec ça. Là. En plus que tu laisses pas fleurir la luzerne. Fait que. Oui, c'est ça. En plus, les champs de trèfle, ils viennent également rarement en fleurs aussi parce qu'ils sont toutes fauchées avant. Mais non, c'est ça. Les plantes fourragères, c'est vraiment des bonnes fleurs mellifères, mais malheureusement, on ne peut pas s'en servir à cause de nos cycles de production. On va le faire 3 coupes souvent au Québec pour avoir le plus de foin possible pour nos animaux, puis avoir un foin protéiné aussi. Fait que, on n'a pas le choix. Donc, il faut faire des choix, mais il y a moyen justement d'utiliser, comme tu dis, les bandes riveraines, puis en faire profiter les pollinisateurs. Là. C'est ça. C'est toujours mieux que rien pantoute. Fait que c'est ce qu'on peut faire pour aider. Question comme ça. Mettons, après la floraison des arbres, est-ce que tu vas chercher le miel des ruches à ce moment-là pour avoir un miel, mettons, qui vient des arbres, juste un miel d'érable, je sais pas, au moins. Puis après ça, après une certaine. Après le pissenlit, le miel de pissenlit. Je connais rien dans le miel, là, OK? Pour ça. Est-ce que tout est mélangé? C'est vraiment une bonne question. Ce qui arrive, c'est que moi, mes abeilles sont situées en montagne. Fait que le climat est vraiment plus froid. Le printemps arrive plus tardivement. Puis faire du miel de printemps, ça produit pas tant que ça, là, parce que mes colonies sont pas encore assez fortes, parce que de la manière que ça fonctionne, une colonie d'abeilles, c'est que, rendu à l'automne, la population elle décroît.
d'hiver, comme on les appelle, ils vivent 6 mois. Ces abeilles-là, en fait, ils vont aider à faire survivre la reine jusqu'à la fin de l'hiver. Puis au printemps, la colonie est très petite. Puis là, la reine va se remettre à pondre environ 1500 œufs par jour. Puis là, ça va refaire grossir la colonie pour avoir énormément d'abeilles au mois de juillet. Puis ensuite, la population redécroît. Donc, moi, mes colonies au printemps sont relativement petites. Puis ce qui arrive dans une colonie d'abeilles, c'est que la proportion de butineuses augmente avec la proportion de la taille globale de la colonie. Donc, parce que le butinage, en fait, pour les abeilles, c'est comme pas la première activité essentielle au printemps. C'est vraiment de s'occuper de la reine, s'occuper de réchauffer la ruche. Puis, c'est vraiment au moment où est-ce que le soleil commence à taper plus fort, que la durée d'ensoleillement est plus grande, que là, les abeilles se mettent à sortir. Puis, c'est vraiment aussi les abeilles les plus expérimentées qui sont les butineuses. Fait qu'il y a vraiment c'est comme un jeu vidéo, si on veut. Quand une abeille naît, elle a tel rôle. Par exemple, elle est ménagère, elle s'occupe de faire le ménage. Après ça, un petit peu plus vieille, elle devient, par exemple, nourrice. Fait qu'elle s'occupe de nourrir les bébés. Après ça, une autre étape, elle s'occupe d'aller butiner, par exemple, ou de garder la ruche. Fait que c'est vraiment... ce qui est super intéressant, c'est que c'est programmé dans leur ADN. Ils savent qu'entre tel jour et tel jour de vie, en tant qu'abeille, c'est ça leur rôle. Entre tel jour et tel jour, on passe à un autre rôle. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis c'est ça, mes colonies au printemps sont pas assez grosses pour récolter du miel. Fait que je leur laisse. Puis ça leur donne une petite chance. Fait que moi, mes premières récoltes, c'est du miel d'été, pardon. Fait que du miel d'été, du miel d'automne. Puis les fleurs aussi sont vraiment plus présentes à ce moment-là. OK. Ce qui est intéressant en forêt, c'est que les floraisons se succèdent quand même assez bien. Donc, étant donné qu'il y a une grande diversité florale, par exemple, au printemps, moi, ma première fleur, c'est le tussilage. Ça ressemble beaucoup au pissenlit, là. C'est jaune, la même couleur. C'est souvent confondu avec le pissenlit, mais ces fleurs-là, c'est vraiment les premières. Puis après ça, il arrive les érables. Après ça, arrive le pissenlit. Ça donne le temps, après ça, aux arbres de fleurir. Les framboisiers arrivent assez tôt au printemps aussi, parce que c'est super rustique. Donc, puis à l'automne, par exemple, il y a le l'eupatoire qui a des belles fleurs mauves, qui est super mellifère, puis leur floraison est super longue aussi. Donc, ça s'enchaîne super bien en forêt. Les floraisons, c'est ça ça en fait un milieu super intéressant pour ça. Hey, je m'attendais pas à ça. Je savais pas ça qu'il y avait autant de floraison que ça dans une forêt. Tu sais, là, je t'écoute parler, là, puis j'ai quasiment envie d'avoir des ruches là, dans l'érablière. Oui, ben c'est vraiment... Puis l'érablière, c'est pas des milieux humides non plus, parce que les abeilles, en fait, ils craignent ni la chaleur, ni le froid. C'est vraiment l'humidité qui est leur plus grand ennemi. Okay. Donc, quand c'est bien ventilé, tout ça, parce que les abeilles, là, souvent, il fait moins 30 dehors, mais ils gardent ça à 18 dedans, là, dans les ruches. Parce que moi, j'hiverne dehors. Il y a 2 façons d'hiverner. Oui. On peut soit hiverner en caveau. Donc, les apiculteurs, ils ramassent toutes les ruches, puis ils mettent ça dans une bâtisse avec une température contrôlée, puis c'est tout noir, puis les abeilles font dodo là tout l'hiver. Ou on peut hiverner dehors avec des housses. Fait que moi, c'est ce que je fais. Tout simplement parce que ça m'évite de les déplacer. Ça fait que ça me facilite le travail. Puis, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai quand même un bon taux de réussite, là. Par exemple, cette année, j'ai 8 ruches sur 11 qui ont survécu. Puis, la moyenne au Québec de survivants, c'est 30%. Fait que je suis dedans, puis ça fait bien mon affaire, là. Ouais. Puis, j'ai des bons résultats, là. Ça fait que, non, jusqu'à maintenant... Puis j'ai pas non plus les infrastructures pour hiverner à l'intérieur. Donc, faut qu'on fasse avec ce qu'on a, mais ça va bien. OK. Parce que je sais qu'il y en a un pas loin d'ici qui, lui, je pense qu'il vend des reines. Oui. Puis je l'avais vu en conférence, puis il disait, lui, l'hiver, bon, ils sont tous comme dans une grange, si tu veux. Puis il faut qu'elle ventile pour la refroidir parce qu'il fait trop chaud. Parce que là, l'abeille est comme... afin qu'elle ait ses ailes un petit peu, ligne pour maintenir de la chaleur. Puis elle bouge pas. Oui. Afin qu'elle ait ses ailes. Oui. Oui, en plein ça, ils ralentissent beaucoup leur métabolisme à l'hiver, mais ça réchauffe quand même de manière très surprenante, là. Puis ça fait, on le voit, là, quand il y a de la neige, ça fait fondre la neige autour des ruches.
Fait qu'on voit, si une ruche, exemple, parce qu'il faut quand même aller faire notre tour l'hiver pour voir comment ça va, s'il n'y a pas eu trop des grands vents, que les ruches ont été... un arbre qui est tombé dessus, ouais. Un arbre qui est tombé dessus, un animal qui est passé ou quoi que ce soit. Puis on le voit vraiment, là, quand il y avait une grosse tempête de neige cet hiver, j'avais été quelques jours plus tard, puis toute la neige autour avait fondu là, à cause du dégagement de chaleur. Donc, c'est assez impressionnant comment des tout petites bébites peuvent produire de la chaleur autant. Là. Avez-vous plus de prédateurs dans le bois pour les abeilles? Moi, j'ai pas de mauvaise expérience jusqu'à maintenant. Là, j'arrive à ma 4e saison. OK. Puis pour l'instant, j'ai pas eu de moufette, j'ai pas eu d'ours. Les seuls animaux qui passent proche, c'est des chevreuils. Fait que ma seule inquiétude, c'est un chevreuil qui regarde pas où il va puis qui fonce dedans puis que ça fasse tomber, ça fasse tout ouvrir la ruche. Mais ce serait quand même surprenant que ça arrive, mais vraiment juste des chevreuils qui passent dans le coin. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne, si je vais avoir éventuellement besoin de mettre des clôtures ou électriques ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, il n'y a pas de raton laveur non plus, pas de moufette. Okay. Donc, on a installé des caméras, puis on a vu juste des chevreuils se promener. Je sais que mon voisin m'a déjà dit ça une fois, je suis allé voir mes ruches, il a dit les abeilles étaient agressives en tabarouette. D'après moi, il y a une moufette qui a passé et qui les a achalées. Il dit habituellement, il s'était fait darder pas mal là, cette fois-là. Ah. Ouais, c'est... Mais non, c'est ça, parce que c'est super intéressant, c'est qu'il y a quand même une notion de patience de la colonie. Quand exemple, moi je l'ouvre, je sais que j'ai à peu près 20 minutes pour faire qu'est-ce que j'ai à faire, parce qu'après ça, le son du bourdonnement change. Puis les abeilles commencent à être plus agitées, puis tout ça. Fait que il y a vraiment une notion c'est ça, de patience, de... Pas... Ben, j'appelle ça patience, mais je sais qu'on a qui peut faire les opérations, puis au-delà de ça, ben ça fonctionne plus, même avec l'enfumoir, c'est ça, mais ça, l'enfumoir, en fait, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Pourquoi on l'utilise? Tabarouette. J'essaie de me souvenir, là, dans le film B-Movie, là, c'était à quoi que ça servait déjà? C'est pas une espèce d'hormone, ça, qu'il y a là-dedans? Ben, non, en fait, moi, ce que j'utilise, c'est carrément de la paille. Puis je mets une petite couche de gazon dessus, fait que ça me fait de la fumée fraîche, fait que ça brûle pas les ailes des abeilles. Okay. Puis en fond, la fumée, ça sert à empêcher les communications, parce que les abeilles communiquent beaucoup par les odeurs, donc les phéromones. Puis ça fait que les abeilles gardiennes peuvent pas émettre ces phéromones-là. Ben, ils peuvent les émettre, mais le message se rendra pas. Okay. C'est comme si on coupait le fil Internet, là, les messages se rendent pas. Fait que les abeilles, ils se rendent comme pas compte qu'il y a un intrus. Puis aussi, ça simule un feu. Fait au lieu que les abeilles soient préoccupées par l'apiculteur, souvent les abeilles rentrent dans la ruche puis ils commencent à se gorger de miel pour être prêtes comme à quitter la ruche. Puis en disant ça comme ça, tu dis ouais, là, c'est un peu intense, ils ont l'impression qu'il y a un feu, puis que là, mais à peine 5-10 minutes après qu'on soit passé, l'activité de la ruche revient comme à la normale, comme avant qu'on soit passé. Fait que c'est vraiment, ça sert surtout à ça. Puis, il vaut toujours mieux pour un apiculteur aller au rucher avec un enfumoir. Donc, si on a le choix entre l'habit et l'enfumoir, prends l'enfumoir. OK. Tout le temps. Oui, c'est parce qu'il y a moyen de faire les opérations sans habit, surtout quand on élève des abeilles moins agressives puis qu'on prend le temps de faire de la bonne sélection. Par exemple, moi, quand j'ai une ruche plus agressive, moi, j'accepte pas ça, je les garde pas, même si c'est productif. Ben, moi, j'élimine la reine parce que c'est elle, en fait, c'est vraiment la reine on l'appelle la reine parce que c'est elle qui décide du comportement de toute la colonie parce que c'est tous ses enfants. OK, ah oui? Donc, le comportement de la reine, la génétique de la reine est super importante parce que c'est vraiment elle, la tête dirigeante de la ruche. Si elle a une bonne génétique au niveau du comportement, au niveau de la résilience par rapport à l'hiver, au niveau du bitinage, ben c'est vraiment la reine, c'est pour ça qu'on l'appelle la reine, parce que c'est vraiment elle qui est la plus importante. Puis elle découle toutes les autres activités de la ruche. T'as-tu une reine par ruche? Oui, une reine par ruche. Puis il y a un phénomène qui s'appelle l'essaimage, en fait.
parce qu'il y a comme deux modes de reproduction, si on veut, en apiculture. Il y a la reproduction individuelle, donc la reine qui pond des œufs puis ça donne des abeilles. Oui. Puis, est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait qu'une abeille est un mâle ou une femelle? Faut la mettre devant un plat d'eau. Si il boit, c'est un mâle. Si elle boit, c'est une femelle. Non, c'est pas ça. C'est ça. Non, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que on appelle les mâles les faux bourdons, parce que ça ressemble vraiment à des bourdons, là, ils ont des gros yeux et tout ça. Puis ce qui est super intéressant, c'est que la reine a le pouvoir, entre guillemets, de choisir si son œuf va être un mâle ou une femelle. Si l'œuf est fécondé, parce qu'en fait, lors de la fécondation de la femelle par les bourdons, elle garde tout le sperme dans sa spermathèque, elle conserve ça. OK. Puis là, après, elle utilise toute la saison de sa ponte. Fait que si un œuf n'est pas fécondé, ça va donner un faux bourdon. Puis s'il est fécondé, ça va donner une ouvrière. Parce que je sais que c'est pareil pour les abeilles solitaires ou les abeilles maçonnes, tu sais, qui pondent mettons, dans une paille, là. Ils mettent des femelles au fond, puis les deux sur le bord, c'est des mâles. Fait que là, c'est les deux premiers qui sortent, c'est des mâles. Ils restent au ras pour féconder les femelles, puis une fois que c'est fécondé, pouf, ils meurent. Oui, c'est ça. En fait, les mâles, ils servent à faire de la chaleur, à manger les ressources, ce qui est moins bon pour les ouvrières, puis à féconder la reine. Fait que c'est pour ça qu'à l'automne, on les éjecte. C'est vraiment drôle. Là, les ouvrières, ils prennent vraiment les mâles, puis les foutent dehors, là, carrément. Okay. Là, comme l'image de cartoon que tu as dans la tête, probablement, là, c'est en plein ça. Puis ça, c'est pour la reproduction individuelle, si on veut, puis il y a la reproduction de colonies. Fait que quand, exemple, une colonie commence à être trop nombreuse, les abeilles vont pondre une nouvelle reine, fait qu'ils vont faire une cellule royale, ils vont nourrir la nouvelle reine, puis juste avant que cette nouvelle reine-là naisse, l'ancienne, en fait, elle va partir avec la moitié de la colonie. OK. Fait que, mais fait que ça, on appelle ça l'essaimage. Puis, ben, ça a le désavantage qu'en fait, les abeilles vont mourir si on les récupère pas, puis on les met dans une autre ruche. Fait que moi, ça m'est arrivé justement à ma première été. Il y a eu un essaimage, puis j'ai la moitié d'une de mes ruches qui s'est ramassée à 10 pieds dans les airs, dans un arbre, que j'ai pas pu aller récupérer malheureusement. Puis dans ce temps-là, on verse une petite lampe parce qu'on voit un petit peu les billets d'argent s'en aller en même temps que l'essaim, là. Mais c'est un manque d'expérience, puis ça arrive à tous les apiculteurs. Là. Mon voisin, lui, a accroché 2 boîtes après des arbres. Puis je pense que c'est à cause de ça. S'ils s'en vont, il y a des risques qu'ils s'en aillent dans ces petites boîtes-là, justement, pour pouvoir les récupérer. Oui, bien, on peut vaporiser des phéromones, puis ça va attirer la reine vraiment à cet endroit-là. OK. Puis une fois, en fait, l'important, c'est surtout de capturer la reine parce que les abeilles suivent son odeur, puis ils vont aller vraiment à l'endroit où la reine est. Fait que si on capture la reine, on la remet dans une autruche, ben les abeilles de cet essaim-là perdu, ben, les abeilles vont la suivre. Puis, hop, le tour est joué, on repart une colonie, nouvelle colonie, cadeau de la nature qu'on n'a pas besoin d'acheter. Là. Puis, quand tu rouvres le couvert d'une ruche, en dedans, là, il y a plein on dirait comme des espèces de plaques là, verticales. Bon, c'est quoi ces plaques-là? Une ruche, souvent, on a juste l'impression que c'est comme une boîte. Oui. Mais ça a vraiment plusieurs étapes. Fait qu'en le couvain. En fait, c'est comme la pouponnière. C'est là que la reine à pond ses œufs, que toutes les abeilles qui sont nourricières, qui s'occupent des bébés, ils sont là. Souvent, moi, je fonctionne avec un système à 2 chambres à couvain. OK. C'est vraiment selon la préférence de l'apiculteur. Il y en a qui fonctionnent juste à une chambre, d'autres fonctionnent à 2 chambres. C'est juste qu'à une chambre, comme je parlais d'essaimage tantôt, ça demande vraiment une gestion plus serrée. Puis moi, vu que je suis moins expérimentée, j'ai quand même juste quelques années, ben je me mets comme une chambre de plus, puis ça donne. Je m'assure en fait que ma reine a toujours assez d'espace pour pondre. Dans les cadres, les abeilles vont construire des alvéoles. C'est là que la reine va pondre. Ça, c'est tout fait en cire avec leurs petites pattes. Ils font de la belle architecture. Puis après ça, on met une grille à reine pour vraiment confiner la reine au bas. Puis en haut, on met ce qu'on appelle les hausses à miel. Fait que c'est vraiment là que les abeilles vont aller stocker le miel que nous, on peut récolter par la suite. OK. Fait que ça peut avoir
5-6 étages facilement. Puis une boîte, là, pour te donner une idée, ça peut avoir jusqu'à 30 kilos facile de miel. Là, Et c'est bon, OK. par boîte. Ouais. Puis quand tu vas chercher ton miel, t'attends-tu qu'elle soit complètement pleine ou t'attends que ça déborde? C'est quoi qui te dit que là, tu peux aller en chercher? Puis quand tu vas le chercher, est-ce que tu en laisses une quantité pour eux autres ou j'imagine que tu prends pas tout, que tu vas pas comme une porcherie tout plein tout vide, là? Ça, c'est. Non. Moi, dans la boîte du bas complètement, donc dans le couvain, je prends jamais le miel parce que, bon, on veut pas que ce soit mélangé avec des œufs, des larves et tout ça quand on récolte. Puis ça leur laisse quand même une certaine réserve. Pour la deuxième boîte, je fais quand même un tri, là, parce que les abeilles c'est vraiment des insectes super structurés. Ils ne mettront pas nécessairement des cadres de miel complets avec des cadres de miel avec des œufs. OK. Il y a moyen de faire des trucs, mais sinon, je les récupère puis je les redistribue dans certaines ruches quand il manque de réserve. Puis pour ce qui est de ta question, les cadres de miel, en fait, les abeilles, quand le miel est prêt au bon taux d'humidité, ils vont aller refaire une couche de cire par-dessus. Fait que ça fait vraiment... l'alvéole est remplie de miel, ils vont voir tout évaporer le plus d'eau possible. C'est vraiment comme un peu le même principe que le sirop d'érable, en fait. C'est juste que c'est les abeilles qui font évaporer l'eau pour concentrer plus le sucre. Puis une fois qu'ils ont fait comme leur cape de cire, là, on sait que c'est prêt. Puis moi, j'utilise ce qu'on appelle un chasse-abeille. On met ça par-dessus. C'est comme un j'empêche, en fait, les abeilles de remonter. OK. Fait qu'au bout de 2 jours, ben, le top, où est-ce que j'ai tout mis, où est-ce que j'ai tout mon miel, ben, il n'y a plus d'abeilles. Fait que moi, j'ai juste à prendre ça, puis je pars à mon atelier, puis je m'en vais faire l'extraction. OK. Puis si jamais le cap n'est pas fait, ben là, ça va être comme à nous, de manière mécanique, à faire évaporer le restant d'eau. Fait que, pour pouvoir... Parce que le miel, en fait, idéalement, il faut qu'il y ait un pourcentage d'humidité autour de 17%, sinon, il a tendance à fermenter. Puis là, ben, ça donne un goût d'alcool, en fait, qu'on veut pas, là. Parce qu'on peut pas vendre des miels fermentés. Fait que, est-ce qu'il y a des places qui vendent du miel fermenté? Ben, je te dis ça parce que moi, le mien, en fait, moi, j'ai envoyé un vieux pot à l'analyse, puis c'était mon pot de l'année passée, j'avais pas assez déshydraté puis fermenté. Puis, ben, moi, je l'utilise quand même, là, mais il y a un goût d'alcool, là. OK. Mais c'est bon quand même à consommer, là, fait que c'est pas dommageable pour la santé ou quoi, c'est ça, c'est juste que ça va goûter pas mal moins le miel, là. Il y a vraiment un goût d'alcool prononcé qui est moins agréable, si on veut, mais moi, je l'utilise dans des recettes, fait que ça paraît plus dans ce temps-là. Est-ce que tu as une boutique à la ferme, quelque chose du genre? Pas encore. Pour l'instant, je vends direct aux consommateurs. OK. Puis, j'ai deux points de vente. J'ai fait une entente avec le 450 Fahrenheit, qui est une bégueulerie à Warwick. Puis, moi, ce que je lui ai proposé, je dis, ben regarde, au lieu d'utiliser du miel de Costco, je vais te faire un prix, puis tu vas pouvoir utiliser mon miel. Tu vas avoir quelque chose de local, puis de meilleure qualité. Puis elle a accepté. Fait que depuis ce temps-là, elle fait ses bagels raisin et miel avec mon miel. OK. Puis elle vend aussi quelques pots. Puis j'ai le marché public aussi à Victoriaville qui est ouvert d'avril à novembre, là, qui est un des points de vente aussi. Mais une boutique en ligne, une boutique à la ferme, c'est dans mes projets éventuels. Puis t'es où en passant? Tu t'es présenté, mais on ne sait pas où est-ce que tu habites, là. Ben oui, on ne sait même pas. Moi, je suis au centre du Québec. La plus belle région du Québec. Comment? La plus belle région du Québec. Oui, c'est ça. Exactement. Ben moi, pour vrai, je suis une amoureuse du centre du Québec. Je trouve que c'est la plus belle place au Québec. J'aime le Québec dans son entier, mais notre région, je trouve que c'est vraiment la meilleure. Puis surtout pour l'agro-tourisme, il y a beaucoup justement d'entreprises locales pour toutes sortes de produits, toutes sortes de productions. Puis moi, j'étais à Sainte-Hélène de Chester, précisément, qui est à 15 minutes de Victoriaville. Mais on est vraiment comme... On a l'air d'être au milieu de nulle part. Des montagnes. Que c'est très, très boisé. On est dans les montagnes. On est... pour situer les gens, on est à peu près à 15 minutes du lac William, là, si on veut. Là. OK. Saint-Ferdinand, tout ça. Bon, hey, c'est parfait, ça. Bon, c'est quoi déjà? Le marché public de Victoriaville? Oui. Puis l'autre, c'est le 450 Fahrenheit. Oui, 450 Fahrenheit, qui est une bégueulerie. Une bégueulerie, OK. Ah, oui. Oui.
Fahrenheit. Bon, parfait. Hey, puis l'autre production que tu as, que tu fais dans le bois, des champignons. Yes. Ça on fait aussi. des shiitake. OK, c'est champignons magiques, c'est ça, hein? Non, OK. malheureusement. Je posais la question Ceux-là pour sont- un ami. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens sont là, des champignons magiques. Mais les champignons magiques, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir les symptômes digestifs bien avant les symptômes hallucinogènes. Donc, finalement, les champignons magiques, c'est une légende urbaine, là. C'est plus champignon qui va te donner un mauvais quart d'heure aux toilettes, là. Bon, le shiitake, ça, on a déjà vu ça, mettons, à un chef à cabane. Ils font des champignons, je me souviens plus de la sorte. Des pleurotes. Je pense que c'est ça. Ils faisaient ça avec, me semble, dans des bûches de tremble. Ouais, ça doit être du pleurote. OK. Fait que toi, tu fais ça Le- dans quelle le sorte de shiitake, bois? En fait, le shiitake, c'est un champignon qui vient du Japon, qui était cultivé sur du bois de chêne. OK. Puis bon, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites parce que ce qui est arrivé, c'est qu'au Japon, ils ont tout coupé leur chêne, ils n'en ont plus. Fait qu'ironiquement, ils font de moins en moins de shiitake à cause de ça. Parce qu'il faut un substrat. En fait, le champignon, ça peut pousser sur le sol, sur des arbres morts et tout ça, mais le shiitake demande un arbre quand même vivant. Entre guillemets. Fait que de la manière qu'on procède, c'est on coupe les arbres, soit des érables à sucre, des érables rouges, des bouleaux jaunes. Il y a bouleau blanc, mais ça marche moins bien. Puis voyons, ça commence par H, ça m'échappe. Être. C'est ça, en plein ça, du hêtre. Puis en plus, on en parle souvent, mon père et moi. Ouais, ça pousse bien sur du hêtre. Donc, on coupe cet arbre-là autour du mois de février. On le laisse au sol parce qu'en fait, ça prend quand même un certain moment que les défenses immunitaires de l'arbre n'existent plus. OK. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux champignons de coloniser l'arbre. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait comme d'autres parasites ou l'arbre ne doit pas avoir d'autres champignons déçus. Il doit quand même être en santé. Parce que sinon, mon shiitake, quand il va venir le temps de le coloniser, ça ne fonctionnera pas. OK, fait que tu prends un arbre qui est vraiment sain là, pour le saupoudrer de ton champignon, mettons. Là. Ce qu'on prend, on ne prend pas nécessairement des arbres sains. Nous, ce qu'on prend, on prend des arbres notre jardin, là, on fait de la coupe sélective parce qu'on a des arbres qui n'ont pas poussé au bon endroit, qui poussent croche. Quand on en a comme 2, 3 dans un même paquet, ben on fait le ménage. Parce que, en fait, une forêt, il faut que ça ait des arbres à peu près à chaque 2 mètres, hein, que ce soit vivable. Là. Puis, c'est ça. On coupe les arbres, tout ça, on met ça en bûche de 3 pieds à peu près. On emmène ça à notre atelier. Puis après ça, on va prendre un grinder puis on va percer des trous dans les bûches, à peu près à chaque 2-3 pouces. Puis on va prendre le mycélium qui est en fait comme le bébé champignon. Ça, la semence. Nous, on le commande. C'est ça, la semence, si on veut. Puis ça, on le commande de fournisseurs. C'est pas nous qui le fait, c'est parce que c'est pas notre expertise. Nous, c'est vraiment de le faire pousser. Puis on va aller mettre une certaine quantité de mycélium. Là, c'est pas tant que ça. Là, c'est environ un bout de petit doigt là, jusqu'à la première phalange. On met ça là-dedans avec un outil spécial pour ça. Ensuite, on va aller recouvrir de cire le trou. Parce qu'en fait, le champignon ne doit pas sécher. Il faut vraiment que ça reste humide. OK. En remettant un bouchon de cire, ben c'est comme si on remettait l'écorce artificiellement de l'arbre. Puis, il faut faire dormir ça en forêt environ 12 à 18 mois selon la variété qu'on prend. Parce qu'il y a des variétés froides, des variétés qu'on appelle wild range. Fait que il y a vraiment un éventail de températures plus grand. Il y a des variétés plus chaudes aussi. Donc, on a un peu de tout ça, nous. On laisse dormir ça 1 an, puis après 1 an, on peut les reprendre. On les trempe dans l'eau froide. On simule l'automne, en fait. OK. Là, ça va comme donner un choc. Puis là, le champignon va fleurir, puis ça va donner le beau chapeau. Le shiitake. Oui. Le shiitake, c'est ça. C'est vraiment une culture. Là. C'est pas des champignons qu'on peut trouver qui poussent comme le lactaire ou
la chanterelle aussi, là, qui pousse de manière naturelle. C'est vraiment une culture. Puis c'est vraiment une science qu'on développe. Là. Pour l'instant, on fait juste de la culture extérieure, mais éventuellement, on veut avoir des bâtiments pour faire de la culture intérieure, pour justement allonger notre saison, parce que dans ce temps-là, la floraison est de comme juillet à septembre-octobre. On veut aller chercher, augmenter en fait la durée de floraison de nos baies de bois. Puis tu vends ça où, ces champignons-là? Pour l'instant, on vend encore soit directement aux consommateurs ou au marché public. OK. Puis, avant que la COVID frappe, on avait été rencontrer le chef cuisinier du Château Frontenac pour faire une entente avec eux. Puis, c'est ça, la COVID est arrivée, puis bon, eux, ils ont fermé et tout ça. Donc, le projet a comme pas abouti, mais ce qui a bien tombé parce que 2020 a vraiment été une année pas fameuse là, pour ce qui est de la récolte de champignons parce qu'elle était très sec. OK, ouais. C'est ça, vu que le temps était très, très sec, il y a eu de la sécheresse, tout ça, ben les champignons, ça demande quand même un certain taux d'humidité. Puis quand on a eu de la grosse pluie l'été passé, ben là, nos champignons se sont mis à sortir instantanément sans qu'on les ait planifiés. Donc, on s'est ramassé avec des milliers de champignons sans avoir planifié le tout. Bon, on les a fait sécher, on a des machines pour les faire sécher, puis dans ce temps-là, on peut les récupérer, puis il n'y a rien qui se perd. Mais ça l'a quand même bien à donner, entre guillemets, qu'on n'ait pas d'entente concrète encore avec eux, parce que sinon, on n'aurait même pas pu fournir. Là. Mais c'est quelque chose qui s'en vient dans les restaurants quand même haut de gamme, parce qu'il y a un champignon haut de gamme. Là, puis ça n'a rien à voir avec le fameux champignon blanc, champignon de Paris. Là. Quand on goûte au shiitake, les champignons de Paris, on n'en veut plus. Là. Non, je suis en train de regarder ça présentement. Il y en a dans des IGA? Oui, les épiceries grande surface en vendent. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup d'importations provenant de l'Asie. Puis c'est pas cultivé de la même façon. Là. Souvent, c'est cultivé dans des gros boudins de plastique avec du copeaux de bois et du je ne sais quoi à l'intérieur. Là, d'après nos recherches, mettons que c'est peut-être boosté un petit peu. Puis ça la morphologie aussi du champignon n'a rien à voir. Nous, c'est des beaux champignons avec des belles têtes. C'est à peu près, là, il y a des têtes qui peuvent avoir la tête d'une boulette d'hamburger, là, qui pourraient remplacer carrément la boulette. Là, OK. Fait qu'ils font un petit peu pic-pic ceux qui sont en magasin, là, comparativement aux nôtres. Là. C'est vraiment, on a comparé et le goût et la forme, puis c'est ça, on a quand même un produit assez exceptionnel. On est fiers de qu'est-ce qu'on fait. Ah, mais c'est cool. On va essayer d'aller voir ça. Est-ce que tu as une boutique au marché public à Victo ou c'est un intermédiaire qui est là? Il y a un intermédiaire, en fait. Nous, on leur vend nos produits, puis eux les revendent, puis ils se prennent une certaine cote. Là, fait qu'on ajuste le prix en conséquence pour que ce soit abordable aussi pour le consommateur. Là. Mais fait que c'est vraiment une entente qu'on a avec la propriétaire. Là. On arrive avec nos trucs, puis elle les prend, puis elle les pèse, tout ça, puis elle les emballe. Donc, ça nous évite aussi cette étape-là. Donc, on est content d'avoir ce point de vente-là. C'est pas compliqué, puis c'est très... Puis c'est quoi le nom de la boutique? Convivial. Le nom de la boutique, c'est quoi? C'est le... Je pense que c'est Marché public des Bois Francs. Le vrai nom, là, c'est à Victoriaville, mais c'est Marché public des Bois Francs. Mais dedans, il y a une boutique, j'imagine, qui vend tes produits. C'est quoi le nom de cette petite boutique-là? Ben, en fait, c'est vraiment comme une épicerie. C'est vraiment comme les marchés d'antan, si on veut. Là. OK, oui. Non, c'est parce que... Il y a des marchands qui viennent puis qui vendent leurs produits vraiment eux-mêmes. Puis il y a la propriétaire, là, puis elle a fait de la revente, si on veut. Elle stocke ses tablettes, puis ça fait comme une épicerie, mais c'est toujours local, c'est toujours... souvent, c'est frais du jour, frais de la semaine, donc... Non, c'est parce que, mettons, je prends le marché Godefroy à Saint-Grégoire. Bon, lui, t'as la boutique, mettons, la Ferme des Hommes qui est là. Bon, c'est ça. C'est un peu ça, dans le fond, que je voulais essayer de savoir c'était quoi le... Oui, c'est ça, OK. Je comprends. C'est ça. Nous, on n'a pas notre boutique, là. C'est vraiment eux qui gèrent le tout. Okay. C'est eux qui ont la boutique. C'est pas comme le marché Jean Talon où ce que les artisans ont vraiment leur espace, leur kiosque. Là. OK. C'est ça. Il y a des artisans, il y a des producteurs qui viennent vendre leurs propres trucs. Mais il y en a quand même très peu. Là. Souvent, c'est vraiment comme une épicerie,
mais sous forme de marché, puis ouvert, c'est ça, de avril à novembre à peu près, là. Ah bon, mais je vais essayer d'aller voir ça. Là. J'étais en train de me faire une run pour cet été là, pour ceux qui ont participé au podcast et qui ont des boutiques ou des produits à vendre. Je vais essayer de faire une tournée pour toujours bien les encourager. Tu sais. Ben, c'est une super bonne idée, là, surtout, c'est ça, dans le centre du Québec, là, il y a les balades gourmandes aussi, là, que c'est super intéressant. C'est quelque chose que j'ai hâte de produire en assez grand volume pour participer, là, c'est vraiment un bel événement qui dure normalement 2 fins de semaine au mois d'octobre, puis justement, tous les producteurs locaux, il y a des circuits, puis tout ça, puis c'est vraiment super intéressant. Les producteurs sont là pour expliquer. Souvent, font visiter leurs installations et tout ça. Donc, c'est ce genre d'événement-là qui est super intéressant. Puis, autant pour le consommateur que pour le producteur aussi. Là, moi, c'est quelque chose que j'ai hâte de participer en tant que producteur. Là. OK, ben oui, c'est sûr. Ça a l'air super intéressant. Puis, tu as une page Facebook aussi de l'agroforestière. Puis, tu fais des lives de temps en temps. Oui, mais en fait, moi, j'ai comme 2 sections. Okay. J'ai ma section, si on veut, par rapport à mon modèle d'affaires, j'ai une section plus production agricole, vraiment. Mon entreprise s'appelle l'Érablière au boulot, qui est la ferme agroforestière. Bon, tu vas dire, ben là, tu fais même pas de sirop d'érable. C'est parce que, ironiquement, dans le plan d'affaires, c'est censé être la production de sirop qui allait être un peu notre levier, si on veut, vers d'autres productions. Mais là, vu qu'on n'avait pas encore de quota et tout ça, bon, on s'entend que le monde agricole et la paperasse et tout ça, souvent, on veut faire simple, mais ça finit par être compliqué. Fait que finalement, je me suis tournée vers la production de miel comme levier, puis pour montrer, en fait, que je sais de quoi je parle et tout ça, pour réussir ensuite à aller chercher du financement. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle l'Érablière au boulot. Puis au boulot, parce qu'on veut faire également du sirop de boulot, parce qu'on a une belle bétulée. Donc, on veut aussi profiter de cette ressource-là, si on veut. Fait que ça, c'est vraiment ma partie plus produits, fermiers, tout ça. Puis j'ai une partie mon projet s'appelle l'agroforestière, qui a vraiment plus une vocation d'éducation, si on veut. Okay. Moi, je suis vraiment une passionnée de la communication. J'aime vraiment partager mes connaissances et tout ça. Puis, j'aime beaucoup le marketing aussi de l'agroalimentaire. Puis, je me suis rendu compte qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps de vraiment expliquer biologique, c'est quoi. Souvent, les gens, ils voient, bon, bio, c'est une panacée, c'est bon, c'est super bon pour l'environnement. Puis ça, pour le Québec, oui. Pour ailleurs, des fois, biologique, c'est une autre histoire. Fait que c'est vraiment d'aller expliquer ces nuances-là aux gens. Puis je me suis rendu compte, c'est ça, il y avait vraiment personne qui l'expliquait. Puis personne qui expliquait aussi, par exemple, bon, des crucifères, c'est super tough à faire bio. Puis pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas biologique, tout ça? Ben, d'expliquer aux gens que c'est difficile à faire à cause des insectes et tout ça. Fait que je trouvais qu'il n'y avait pas personne qui allait vraiment... C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est difficile de se mettre de l'avant. Puis bon, il faut être quand même solide parce qu'il y a des critiques, puis surtout dans le monde agricole, de nos jours, des critiques, on en a. Mais moi, je trouve ça important quand même qu'il y ait des gens qui se mettent de l'avant, puis qui expliquent aux gens, en fait, vraiment de reconnecter les gens aux racines de l'agriculture, parce qu'on se rend compte que on a fait comme choix de société que 99% des gens se faisaient nourrir par 1% des gens. Ouais. Puis souvent, on tape sur ce 1%-là. Puis souvent, je pense que c'est plus de l'incompréhension qu'il n'y a pas seulement des gens sur la place publique, si on veut, qui expliquent le pourquoi du comment. Fait que moi, c'est vraiment ça que je me suis donné comme rôle, parce que tant qu'à aimer parler, comme tu peux voir, j'ai bien de la jasette. J'avais pas remarqué. J'aime communiquer avec les gens, j'aime expliquer. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Puis en plus, moi, je suis atteinte de la maladie de Crohn. Fait que je suis devenue un petit peu obsédée de tout ce qui est vocabulaire des emballages et de comprendre tout ça. Puis je suis un beau complément, justement, par rapport aux nutritionnistes. Que j'ai participé d'ailleurs sur un podcast d'une nutritionniste. Puis c'est qu'elle dit, t'es vraiment un complément à notre rôle. Puis parce qu'elle dit, moi, expliquer c'est quoi du bio. J'ai des connaissances, mais je pense pas que c'est mon rôle. Ouais. Je dis effectivement, il faut quelqu'un qui a les 2 pieds dans l'agriculture puis qui soit dans le milieu pour vraiment comprendre puis saisir les nuances. Fait que c'est vraiment là que je m'en vais. Fait que j'ai quand même un peu 2 volets à mon entreprise, si on veut. OK. Non, parce qu'il y en a bien qui pensent que le biologique, c'est beau, là, les
des petits chevreuils qui gambardent partout, puis que c'est comme l'agriculture des années 40. Il y en a gros qui associe à tort le biologique avec des techniques d'ancien temps arriérées. Ben, en plein c'est ça. plus ça aujourd'hui, là. Non, puis souvent les gens, ils pensent, bon, faire du biologique, mais pourquoi tu fais pas du biologique? Mais tu sais, ça demande c'est des certifications, c'est des papiers, puis c'est pas toujours nécessairement mieux que le conventionnel. Puis souvent, il y en a aussi qui font du conventionnel puis qui sont aussi bons que du bio. Ben oui. Donc, puis ce que j'expliquais justement à un moment donné à quelqu'un, c'est que c'est beau le bio, mais c'est pas une panacée. Ça veut pas dire éthique ou ça veut pas dire écologique. Je donnais, par exemple, je sais pas si tu connais la mer de plastique en Espagne. C'est pas dans l'océan Pacifique, ça, non? Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'îlot de plastique qui flotte avec les déchets. OK, c'est bon. la mer de plastique en Espagne, dans le fond, c'est 33 000 hectares. C'est des serres biologiques. Ah oui, en oui, dessous de oui, vaches oui. de plastique. Mais c'est au niveau main-d'œuvre, c'est pratiquement tous des illégaux sous-payés. Ensuite, au niveau de l'eau, à cause de la concentration de tout ça, l'eau sont rendus à la pomper comme à 800 mètres dans le sol. Ça fait aucun sens, mais c'est des légumes bio, puis c'est majoritairement exporté. Donc, probablement qu'on en a ici. J'ai encore pas porté attention parce que je me suis penchée sur ce dossier-là quand même récemment. Mais, donc, c'est ça. As-tu vu les images de ça sur Google Maps? Ah, c'est vraiment impressionnant. C'est épouvantable. J'avais déjà vu ça, là. C'est épouvantable. Ouais. Ah, c'est ça, mais c'est du biologique. Donc là, les gens, par exemple, se retrouvent avec des piments ou des trucs biologiques qui viennent d'Espagne. C'est super bien. Mais au niveau... En fait, mon objectif avec l'agroforestière, c'est de faire comprendre aux gens que quand on achète quelque chose, il y a un impact économique. Oui, c'est l'argent dans nos poches, mais il y a un impact environnemental. Ça, je pense que les gens commencent à le connaître. Mais il y a un impact social oui, avec l'achat local, on commence à le comprendre, mais parce qu'en fait, si on achète un piment provenant de l'Espagne, biologique, ça va provenir de ça. Puis en fait, on encourage carrément la main-d'œuvre illégale, sous-payée. Donc, au niveau des conditions humaines, ça fait pas de sens. Donc, on est bien content de notre piment bio. On a l'impression qu'on sauve la planète, mais c'est des nuances à faire. C'est vraiment là-dedans que je m'en vais. Mais juste pour rassurer les gens, au Québec, c'est pas le cas parce que chaque pays... a son cahier de charge pour chaque production. Ouais, c'est ça. C'est comme nous autres, dans le sirop d'érable. Dans le sirop d'érable, on est certifié biologique. Ouais. Puis tu sais, quand tu dis ça à quelqu'un, pour eux autres, dans la tête, le sirop d'érable, c'est une méthode qui est biologique. Oui, c'est parce qu'on n'était juste pas certifié avant. Parce que la différence de prix n'est pas bien immense. Non. Puis là, ils sont rendus avec à vendre du sirop, je pense, c'est quoi? Carboneutre. T'sais, on allume 25 fois dans l'année. Faut pas capoter que ça. Là, c'est ça. Il y a des trucs comme ça que moi, ça me fait sourire. Là. Donc, mais c'est, par exemple, on dit, bon, j'achète de la salade bio, puis tu regardes l'emballage, puis t'as un plastique pour le gaz, t'as un bout de papier, puis on a hydrofugé le papier. Fait au final, tout ça est même pas recyclable, mais t'as acheté ta salade bio. Fait que c'est là les nuances, mais je comprends le consommateur d'être totalement mêlé dans tout ça, puis c'est là, en fait, que je crois que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Pour l'instant, j'ai vu personne qui faisait ce genre de truc-là, puis je pense que c'est quelque chose qui manque, justement, dans le milieu. C'est vraiment de faire le lien entre le milieu agricole puis la nutrition, le consommateur, puis tout ça. Il y a des producteurs qui le font super bien, justement. Toi, en mettant un podcast, ben, tu permets aux gens de découvrir certaines productions, tout ça. Oui. Mais on s'entend, ça demande quand même du temps, ça demande de l'énergie. Puis des fois, justement, en tant qu'agriculteur, on n'a pas toujours le temps. Fait que c'est vraiment... c'est pas tout le monde qui a la volonté de le faire, puis c'est pas tout le monde qui a le temps non plus ou quoi que ce soit. Mais plus il y a de gens qui le font, mieux c'est. Ça a l'air de rien, mais je mets du temps pas mal là-dedans. Là. Ah, c'est certain. J'en doute même pas. Écoute, moi, je commence, puis je préparer du contenu, prendre le temps de s'asseoir. Par exemple, en ce moment, le temps qu'on prend, ben, c'est du temps sur notre horaire. C'est ça. Donc, mais il y a de plus en plus de gens. Il y a Alain Lemieux de Ferme Lisière Bio sur Instagram
qui est quand même présent puis qui montre la production laitière de vaches en biologique. Il y a Mylène Bégin de la ferme Princey en Abitibi, qu'elle a une ferme plus conventionnelle avec des vaches attachées, mais plus il y a de gens qui montrent un peu le milieu. On tient nos animaux, on tient notre production, on tient l'environnement. Je pense que ça va aider un peu à redorer le blason des agriculteurs, si on veut. Là. Mais la pandémie, je pense qu'elle nous a donné quand même un petit coup de main pour l'achat local, puis tout ça. Je pense que on s'en va dans la bonne direction, mais on a encore du chemin à faire. Oui, pas mal. Oui, c'est sûr. Oui, ça donne, c'est vrai que ça a donné un bon coup de main pour l'achat local. Là, bon, mais il reste que, c'est sûr, oui, il y a encore bien du chemin à faire. Mais... C'est ça, d'expliquer, je pense que c'est ça, l'être humain a peur de ce qu'il connaît pas. Donc, si je te le montre, qu'est-ce que c'est réellement, je tasse le rideau, là, viens voir ce qu'il y a dans le backstage, puis regarde, on n'est pas tous parfaits. C'est pas vrai que tous les producteurs sont blancs comme neige, mais c'est pas vrai non plus que tous les producteurs, on est tous des pollueurs, puis on s'en fout. Mais non, c'est ça, là. C'est parce que souvent, comme dans les articles de journaux, des patentes de même, on dirait qu'on est tout le temps... c'est comme si on ne savait pas ce qu'on faisait. On écoute les autres, là, puis on met des herbicides là, ou des pesticides là, comme qu'il nous dit d'en mettre, là, puis on réfléchit pas à rien. Ben, c'est ça, tu sais, par exemple, pour pas parler de Louis Robert et tout ça, puis il y a un point, bon, on utilise beaucoup de pesticides, peut-être, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était comme si les agriculteurs avaient pas de pensée critique dans son entrevue, à tout le monde en parle, là, surtout. Puis ce qui est faux, c'est pas vrai que, tu sais, toi, tu fais du maïs, c'est pas vrai que ton agronome qui travaille pour la compagnie d'engrais ou de pesticides te dit mets-en temps, puis que t'en mets une tonne, puis t'analyses rien, là. C'est chez vous, c'est ton eau que tu vas boire, c'est le sol que tu vas marcher dessus, fait que... Non, c'est ça. Non, puis on est tout le temps sur l'influence de quelqu'un, mais on dirait qu'il est comme jaloux parce qu'on n'est pas sur son influence à lui. Ouais, ben c'est... Puis ce que lui dit, moi, en tant que futur agronome, ce conflit d'intérêts-là, il n'existe pas chez tous les agronomes. Moi, c'est ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'on a été un peu mis dans le même panier. Il y a des agronomes qui sont eux-mêmes producteurs, qui n'ont aucun intérêt à faire ce genre de choses-là. Il y a plein d'agronomes qui sont conseillés dans des clubs, fait qui sont indépendants. Il y a plein d'agronomes qui sont plus au niveau de la nutrition, tout ça. Fait que ça l'a comme un peu froissé déjà. Moi, je me suis déjà fait dire t'es agronome, t'es vendu, puis c'est ça, tu pollues la planète. T'as peu, là. Moi aussi, je vis sur la planète. Là. J'ai pas plus le goût d'en voir des pesticides que toi, là. Puis de toute façon, c'est même pas ça que je fais. Moi, je m'en vais productrice, là. C'est ça qui... Il y a une dame, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, elle dit « Ah, tu tues les abeilles, puis non. » Et c'est bon. Mais madame, c'est parce que moi, j'achète pas de néonicotinoïdes, là. Moi-même, j'ai des abeilles. Pourquoi ça serait complètement illogique de recommander ça. Exemple que je travaillais en production végétale, je ne vais pas recommander à quelqu'un d'utiliser du maïs enrobé avec des néoniques quand moi-même j'ai des abeilles. Mais on dirait que c'est ça, les gens ont de la misère à croire qu'on a une pensée critique à quelque part, soit en tant qu'agriculteur ou en tant qu'agronome, que oui, il y a des grandes compagnies, mais je veux dire, on fait qu'est-ce qu'on veut chez nous aussi à un moment donné. On n'est pas obligé de tout utiliser, puis tu le sais, des pesticides, ça coûte cher. Là. Ben, c'est ça, là. Il y a un coût associé à ça, là. On dépense pas sans compter, là. Voyons donc. Ben, c'est ça. On met pas ça pour le fun non plus. Non, en plein ça. Okay. Mais, je connais personne, moi, qui se lève le matin. Yes, ce matin, je m'en vais à quoi pour acheter mon Roundup. Ouais, c'est ça. Puis je vais en mettre en tabarouette. Mais ça, c'est pas de longueur. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est vraiment pas de même. Puis, pareil, comme souvent, c'est les vegans qui disent l'exploitation animale est patente de même. Hey, ceux qui ont des vaches, là, ou des porcs, si ils ont, c'est parce que Christy, ils les aiment, les animaux. Ben oui. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est ça, on se fait dire on pourrait vivre sans production animale, puis tout ça. Moi, j'y crois pas, en fait, pour 2 raisons. Parce que la première, c'est une vache, pour vrai, elle peut manger à peu près n'importe quoi, puis elle va quand même grossir, puis elle va quand même faire du lait.
Est-ce qu'elle va produire optimalement? Non, mais elle va quand même en faire. Fait qu'au niveau de tout ce qui est réchauffement climatique, des bleuets, là, c'est quand même des bleuets, des framboises, des carottes, tout ça, c'est beaucoup moins résilient que les animaux au changement climatique. Puis ça, on le voit. Là. Si on regarde juste les prairies, on commence à avoir un petit peu de la misère par le manque d'eau au Québec, là, surtout dans les dernières années. Puis la deuxième affaire, c'est que souvent on oublie, mais de l'engrais, ça prend de l'engrais pour faire pousser des plantes. Puis si on n'a pas d'animaux, on n'a plus d'engrais. T'sais. C'est ça. Puis, en tout cas, on devient très dépendant aux engrais minéraux. Puis ce que les gens oublient, c'est que ça pousse pas là, ça arrive pas ces tablettes par magie. C'est des mines à ciel ouvert, puis des mines de potasse là, en Alberta, tout ça dans l'Ouest canadien. Saskatchewan, oui. C'est pas beau à voir, là. Mais ça, c'est ça, les gens, ils réalisent pas nécessairement. Ça prend faire pousser tous ces légumes-là, puis tous ces fruits-là, tous ces trucs-là. Si on enlève en plus le fumier des animaux, on va polluer, mais d'une manière différente au final. D'aller trouver un équilibre dans tout ça. Là. Puis durant ce temps-là, il y a bien du monde qui flush la toilette, ça va directement dans le fossé ou dans le fleuve comme à Montréal. Ouais, c'est ça. Ou, moi, par exemple, tu regardes la voiture électrique, hey, c'est cool, là, on utilise de moins en moins d'essence puis tout ça, mais c'est parce que il faut des mines. Là, oui, l'atmosphère, c'est beau, il n'y a pas d'émissions de gaz, mais c'est parce qu'on pollue, s'il vous plaît, en faisant des mines l'autre bord, mais ça, vu que c'est caché, ben on a l'impression d'être blanc comme neige quand on a notre auto hybride ou électrique. Fait que mais ça, ce genre de trucs-là en agriculture, c'est tout il y a plein de trucs justement que les gens savent pas parce qu'ils sont pas dans le backstage puis ils voient pas ce qu'il y a en arrière du rideau. C'est là que c'est ça. C'est là que notre rôle en tant que personne du monde agricole de communiquer est important. Oui, mais d'essayer de faire comprendre ça des fois à du monde qui sont bouchés du cul et de la tête. Il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Ben, c'est ça. Faut choisir. Moi, en fait, mon objectif, c'est de mettre l'information si la personne est entêtée puis à dire que je suis vendu puis que je pollue la planète. Ben, écoute, moi, je peux rien faire pour toi. Mais c'est tes croyances, c'est correct. Je les respecte. Mais je m'ostinerai pas avec un mur. Ouais, on a d'autres choses à faire. T'as quand même écrit ça sur un iPhone qui vient de la Chine. Ben, c'est ça. C'est plein. Puis, justement, je parlais de ça avec quelqu'un. Je dis, dans la société, on a une super grande dissonance cognitive. Je sais pas si c'est quoi une dissonance cognitive. Explique. Ben, dans le fond, une dissonance cognitive, c'est il y a un conflit entre ce qu'on dit ou nos valeurs et ce qu'on fait. Donc, le comportement. Par exemple, on dit « Ah, l'achat local, c'est vraiment important », puis tout ça. Puis on se vire de bord, puis la personne en arrière a dit « Ah, mais là, ta pomme, elle coûte 50 cents de plus, puis c'est cher, puis nanana. » Fait que ça, on s'en plaint. On a la valeur que l'achat local, c'est bon, mais on se plaint que c'est cher. Mais pour en revenir à ton téléphone, si on n'a aucun problème à donner des centaines de milliers de dollars à des compagnies de téléphone pour avoir accès à l'Internet, fait que c'est quand même impressionnant. La nourriture, c'est un des besoins vitaux. Avoir ton téléphone le plus récent, c'est vraiment pas vital. Là. Fait que c'est là que il y a des trucs comme ça qui me font sourire dans notre société. Là. Ouais, il y en a bien qui manquent de logique et de suivi. Là. Ouais, c'est ça. En plein ça. Good. Fait que ça ferait-tu pas mal de tour, Marianne? Ah, ben oui, écoute, c'est bien parfait comme ça. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Moi, en tout cas, surtout au niveau du miel forestier, j'ai appris énormément. Puis j'ai quasiment envie de regarder ça peut-être pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Là, peut-être bien mettre des ruches dans les érablières. Là. On a 14 000 en taille en tout. On a sûrement une coupe de place pour pouvoir mettre ça. Ben, sûrement. Écoute, c'est sûr que ça pourrait être une production super intéressante à ajouter. Là. Mais la seule affaire, c'est je te conseille fortement une formation parce que c'est super facile de se procurer des abeilles, mais s'en occuper, c'est vraiment une autre paire de manches. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais, il faut s'en occuper aussi. C'est pas rien qu'on les met là et m'envoie mon pot de miel à la fin de l'été. Ouais, c'est ça. En plein ça. Faut les minoucher, il faut les bichonner. Écoute,
c'est super abstrait, mais moi, j'aime mes ruches autant qu'un producteur laitier peut aimer ses vaches. Là. C'est vraiment... c'est ça. On s'en occupe, puis on met du temps, puis de l'énergie. Fait que c'est vraiment pas... Puis t'as pogné la piqûre. On les met faut pas l'oublier. Exactement, ouais. Donc, le marché de Victoriaville. Ouais. Et au 450 Fahrenheit, la bagelerie, c'est ça? Exactement. OK. C'est 450 Fahrenheit qui est une bagelerie. Bon, ben, tigidou. Bon, ben, un gros merci. Puis. Le plaisir a été partagé. Puis, hey, c'est vrai, t'étais la première femme sur le podcast en plus. Ben oui, écoute, je suis doublement choyée. Wow, parfait. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Patreon. Patreon.com/podcast agricole au pluriel. J'ai commencé à faire une série exclusive sur Patreon avec Alexandre Couture, qui était mon premier invité, qu'on a appelé ça Dionne et Couture, remettre les pendules à l'heure. Fait qu'on y va un peu plus dans l'opinion sur ce podcast-là. Et puis, c'est ça. Puis, partagez sur vos réseaux sociaux aussi. Venez liker la page Facebook. Et sur ça, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.